Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission dominicale Week Echo. Cela fait 61 ans aujourd'hui que notre pays, le Bénin, a accédé à son indépendance. C'était le 1er août 1960. Aujourd'hui, 1er août 2021, soit 61 années après, on s'interroge sur le développement économique de notre pays à travers la place qui est accordée à la valorisation des produits locaux. Comment faire pour baser l'économie, l'essor économique des prochaines années sur les produits locaux? Eh bien, ce sera le sujet du dossier de la semaine. Mais avant, avec le décryptage, les confrères, ici, on va parler de la vaccination contre le Covid-19 au Bénin. Depuis quelques jours maintenant, obligation est faite aux citoyens de se vacciner, auquel cas ils ne pourraient plus assister aux manifestations publiques, notamment culturelles, durant ces vacances. Vaccination contre le Covid-19, une obligation ou un choix? Eh bien, les confrères ici vont décrypter. Voilà ainsi résumé le menu de votre émission. Vous le savez, on va marquer le tout premier arrêt. Ce sera l'arrêt du mini-journal avec un nouveau visage. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal de Week Echo. Elle constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage que je vous invite à suivre, réalisé par Alessandra Diotan, aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées: la pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire à leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de filles. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits.
On reste dans le domaine de l'éducation. L'université d'Abomey-Calavi forme des cadres depuis plus de 50 ans, 5 décennies de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin? Pour mieux en savoir, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques enseignants. Les précisions dans ce reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé les entreprises aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Parlons environnement à présent. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient les rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur Terre. Protéger donc la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus que grand que nous le pensions. Josué Daniel Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors, en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer des maladies de peau,
jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. C'est la fin de ce mini-journal. Surtout ne zappez pas, Week-Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun et toute son équipe. Patrick Adjabodjou, merci à vous et sans plus tarder, on va enchaîner avec la revue de presse économique. C'est une présentation de Rodrigue Babagüeto. En 60 ans d'indépendance, jamais le Bénin n'avait fait un eurobond jusqu'à aujourd'hui. Pour accompagner cet exploit continental, un comité de pilotage des obligations ODD est installé. C'est l'une des informations ayant fait la une des Canards cette semaine. Une prouesse dont ne manque pas de traiter le progrès. D'après le journal, ce comité aura entre autres mission la validation de la conformité de l'éligibilité des projets, des actifs et des dépenses retenus, ainsi que la production d'un rapport annuel d'allocation et d'impact des fonds alloués au projet ODD par la République du Bénin. Au quotidien, le meilleur de préciser qu'il s'agit d'un comité de 14 membres composé de responsables de structures publiques impliquées dans l'atteinte des ODD. Un pas de plus donc dans la concrétisation des objectifs de développement durable et une avancée également dans l'assainissement pluvial. C'est à sa une que la presse du jour nous informe, mentionnant projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. Un accord est signé entre le Bénin et la BOAD. Entre ces lignes, le journal apporte à notre connaissance les caractéristiques du financement de la BOAD que sont une somme de 20 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,5% l'an pour une durée de 12 ans, dont 3 ans de différé. Aussi, le journal rapporte-t-il que l'objectif de ce projet est d'atténuer les inondations et leurs impacts. Le projet se focalise sur les villes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Boikon, Abomey, Ouida, Semekpoji, Parakou et Natitengu et permettra à terme de réduire la prévalence aux maladies hydriques dues aux inondations. En attendant, qu'en est-il de la lutte que mène le Bénin contre la pandémie du moment? Eh bien, selon la presse du jour, le gouvernement fait l'option d'un choix diversifié des vaccins les plus efficaces actuellement sur le marché afin de se protéger contre le Covid-19. Il réceptionne plus de 300 000 doses de vaccins Janssen. De quoi réjouir le représentant résident de l'OMS au Bénin, d'après qui les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter en Afrique, entraînant une troisième vague de la pandémie. Le quotidien Le Meilleur, quant à lui, transcrit les propos de l'ambassadrice des États-Unis, d'après qui cet important appui des États-Unis comprend le déploiement, le suivi, l'évaluation des vaccins, la prévention, le dépistage et la réponse rapide au Covid-19. Grâce à ce don, l'OMS a grand espoir que le Bénin est en bonne voie pour atteindre son objectif d'immuniser 40% de sa population contre le Covid-19 d'ici décembre 2021. En attendant cette date butoir, des chercheurs africains veulent tout comprendre de la dynamique du Covid. Une fraternité à laquelle s'intéresse le quotidien de Ménontin, d'après qui un consortium de chercheurs a lancé le Hub international de recherche lié à la modélisation socio-écologique de la dynamique du Covid-19 en Afrique.
Épidémiologistes, biomathématiciens et écologues venant de divers pays d'Afrique et d'Allemagne vont ensemble évaluer les facteurs socio-écologiques de la dynamique spatiale en Afrique et prédire les impacts potentiels de la vaccination sur cette dynamique. Le hub est dirigé par un professeur béninois. En attendant de voir leurs diverses réalisations, ce tour d'horizon des canards s'arrête ici. Wikeko, par contre, suit son cours. Vous l'avez certainement entendu comme moi, désormais au Bénin, la participation aux manifestations entraînant grand nombre serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. On décrypte. Et les confrères ont pris place sur ce plateau pour le décryptage. Syriac Dekenou. Syriac, bonjour. Bonjour mon cher confrère, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de la chaîne Leader. Merci Fréjus Serwan. Fréjus, bonjour. Bonjour et bonjour Syriac, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors Fréjus, le rebond des cas graves de Covid-19 et la question de la vaccination obligatoire deviennent aujourd'hui un enjeu ou apparemment un enjeu très important pour le gouvernement. Oui, il va de soi, ce n'est pas une question seulement qui concerne le Bénin. À l'heure actuelle, c'est une question mondiale, le fait d'arriver à un fort taux de vaccination, parce que nous pensions que nous étions déjà sortis d'affaires avec la Covid-19, avec l'avènement des vaccins, des différents vaccins. Mais fort de constater que depuis quelques temps, avec l'avènement du variant indien, finalement rebaptisé variant Delta, et qui fera dans les prochains jours près de 200 millions de cas et déjà présent sur 124 territoires, le monde est à nouveau menacé par la Covid-19 ou le Covid si vous voulez, selon les académiciens et les scientifiques. Et donc, vous voyez que ce soit au Canada, ou en France et dans d'autres pays, ou le cas le plus proche de nous en Tunisie, où on observe encore l'hécatombe, les mesures sont prises, soit couvre-feu, soit reconfinement par-ci, ou la Guadeloupe, la Martinique aussi entrent en reconfinement et tout ça. Et donc, pour que nous ne subissions pas cela ici au Bénin, il est urgent que les mesures urgentes soient prises très tôt pour que nous n'en venions pas à avoir beaucoup de cas dus au variant Delta avec de forts taux d'occupation de listes, surtout que nous sommes dans la zone orange et on sait que le taux d'occupation des lits en réanimation aussi vers 30% et plus. Il ne faut pas que, par laxisme, nous venons à entrer dans la zone rouge et que à ce moment-là, il ne soit plus possible de rien faire. Donc, je crois que le gouvernement a vu juste, en ce sens que, pas d'imposer la vaccination comme passe sanitaire pour participer aux événements grandeur nature, aux rassemblements, parce que nous savons que c'est en ces moments-là que le virus circule le plus possible. Et nous sommes en vacances, les plages sont bondées, la rentrée va commencer, les universités, les salles les amphis seront remplis. Et donc, il est nécessaire très tôt que les premières doses soient administrées, quitte à prendre la deuxième dose avant la rentrée et tout ça. Et donc, le gouvernement a vu juste en faisant cela. Quand on se réfère, par exemple, au concept test d'Indochine fait en France pour voir quel est l'impact de la circulation du virus dans un environnement de plus de 3000 personnes qui portent le masque et qu'un pass sanitaire, on remarque qu'il n'y a pas de risque de surinfection et d'infection. Et donc, on a prouvé scientifiquement que dès lors que les personnes ont un pass sanitaire, ça dit soit un résultat négatif, donc ils ne sont pas infectés, soit ils ont le schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les 2 doses, 2 semaines après, selon les vaccins, et qu'ils portent les masques et les gestes barrières, ou bien qu'ils n'en portent pas. Dans les 2 cas des études, on voit qu'il n'y a pas de circulation, ou bien peu de circulation, 1 cas, 2 cas sur 900, 100. Donc, oui, en ce moment, on est en force, il faut faire confiance à la science. Il n'y a pas... les questions sont légitimes. Les questions sont légitimes, mais il faut faire confiance à la science. C'est d'ailleurs la seule option. Dans les échanges, on va mieux approfondir les questions dont vous parlez justement. Syriac, vous, votre lecture de cette, on ne va pas dire obligation, mais cette recommandation qui est faite de se faire vacciner aujourd'hui si on doit assister à une manifestation grandeur nature?
Il faut comprendre que l'humanité est confrontée à une situation inédite en ce sens où le mal, ça touche presque tous les continents. Et aujourd'hui, à part le Vanuatu qui a été présenté comme le seul État au monde où le mal n'a pas encore sévi, où quand même, disons, il n'y a presque pas de cas de Covid, toutes les autres nations du monde entier sont confrontées à ce phénomène du Covid-19. Il est aujourd'hui important de comprendre également que la course était la course vers, quand même, disons, l'obtention d'un vaccin. Et aujourd'hui, la course est beaucoup plus dirigée vers l'atteinte d'une immunité collective. Et vous devez comprendre qu'au-delà du Bénin, il y a quand même beaucoup d'autres pays dans lesquels les gouvernants ne manquent pas quand même d'accentuer la prise de mesures adéquates en vue de l'atteinte de ces mesures collectives. Aux États-Unis, on a pu comprendre qu'aujourd'hui, la vaccination, elle est pratiquement imposée à ceux qui travaillent, par exemple, dans les maisons de retraite, dans le secteur sanitaire, mais aussi à tous ceux qui travaillent quand même, disons, dans l'environnement administratif. Ce qui voudrait dire qu'à défaut de concours, à défaut d'aller à cette vaccination, ils sont obligés alors de pointer chaque semaine pour quand même, disons, passer le test de Covid. Ce qui nous fait passer d'une méthode de flexibilité à une méthode beaucoup plus rigide sans que cela ne soit dit officiellement. Donc lorsque l'humanité est face à tout cela et que le Bénin, qui s'est fait connaître par le passé à travers sa politique de gestion du Covid-19, puisque le Bénin a obtenu l'un des plus faibles taux de contamination en Afrique, alors qu'il y a eu l'hécatombe ailleurs. Le Bénin a pu quand même, disons, adopter les mesures adéquates sans que l'on aille forcément au confinement général, mais avec des mesures où il y a un peu plus d'assouplissement. Mais nous avons pu quand même, disons, vaincre en quelque sorte le mal, même si ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où il faut reconnaître qu'il y a eu du laisser-aller. Presque tout le monde a baissé le bras. Et même les points quotidiens qu'on avait et qui nous permettaient quand même de connaître le nombre de cas et autres là, c'est-à-dire ça n'existe plus. Et aujourd'hui, le gouvernement est revenu à la charge pour quand même, disons, donner l'alerte, pour que les uns et les autres s'aperçoivent que ce n'est pas encore fini, que nous avons cette obligation d'aller nous faire vacciner. Moi je me suis fait vacciner parce que je suis un rescapé Covid. Et lorsque quand même il y a eu cette politique de vaccination mise en place et qui concernait les cadres de l'administration, j'ai sauté dessus. Donc j'invite tout le monde à aller se faire vacciner parce que la seule façon aujourd'hui de se protéger, c'est d'aller se faire vacciner. J'ai vu hier le Premier ministre israélien Naftali Bennett et demander à la population d'aller prendre la 3e dose, vous voyez, de vaccin. Ce qui voudrait dire que la course aujourd'hui, c'est la course vers cette immunité collective, même si en Afrique, il faut reconnaître que la foi en l'existence de cette maladie qu'est le Covid-19 est vraiment inexistante. Alors, on parle de cette nécessité de se faire vacciner aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, il faut tendre vers l'obligation au Bénin? Est-ce qu'il faut obliger les citoyens à aller se faire vacciner? En fait, il faut reconnaître un fait. Le Bénin n'a pas voulu, dans un premier temps, contraindre les gens à aller se faire vacciner. Mais je crois qu'avec l'obtention des 320 et quelques mille doses obtenues par le mécanisme COVAX, qui est un mécanisme mis en place par l'OMS pour faciliter l'obtention des vaccins aux pays les plus pauvres du monde, aujourd'hui, à travers ce mécanisme, le Bénin a obtenu une importante dose de vaccins. Nous devons par ailleurs remercier l'ambassade des États-Unis qui a véritablement contribué à ce que nous puissions avoir ça, parce qu'il faut le souligner, 1% de la population africaine est aujourd'hui vaccinée. Donc nous sommes encore très loin de l'atteinte des objectifs pour qu'il y ait une immunité collective. Donc le Bénin est obligé aujourd'hui de contraindre les populations, et dans les jours à venir, j'invite vraiment le gouvernement à aller sur ce chemin-là. Pourquoi pas, avant la rentrée prochaine, exiger quand même des parents que les enfants soient vaccinés avant qu'ils n'aillent dans les salles de classe, ainsi de suite. Alors, Fréjus, Cyriac est pour la contrainte, au fond de moi-même, je veux qu'on puisse
contraindre les gens à se vacciner. Mais du point de vue des libertés, je suis obligé d'opter pour l'option convaincre. Je pense qu'il faut davantage communiquer, expliquer le bien fondé du vaccin aux populations. Il faut d'abord passer par cette étape avant d'arriver à l'obligation. Vous voyez, en France comme ailleurs, ils ont eu le temps de communiquer, d'expliquer le bien fondé, de mettre en place des mécanismes pour inviter les gens à se faire vacciner avant de venir à présent, petit à petit, vers l'obligation. Il n'y a pas encore l'obligation totale en France, mais déjà, aux soignants, l'obligation est faite, et puis le président a dit, au fur et à mesure, on réfléchira à l'obligation pour tous. Et donc, il ne faut pas faire les choses brutalement. Il faut communiquer suffisamment. C'est quoi le vaccin? Parce qu'il faut expliquer que le vaccin vise à réduire le taux de mortalité et de morbidité au sein de la population, et que grâce au vaccin, le monde a été sauvé plusieurs fois. C'est grâce au vaccin qu'on a éradiqué la variole. C'est grâce au vaccin que la poliomyélite est aujourd'hui en cours d'éradication. Donc le vaccin n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un moyen nouveau. C'est un moyen qui existait depuis plusieurs années. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a eu WhatsApp, c'est qu'il y a eu Facebook, où tout le monde réfléchit ensemble, où nous sommes tous des illuminés et nous nous posons tous les questions ensemble. C'est ce qui fait et qui amplifie les craintes. Et il faut pouvoir utiliser ces canaux-là aussi pour expliquer aux populations qu'ils ne craignent rien. Et que ce n'est pas la première fois qu'on utilise un pass sanitaire. Pour voyager, on vous a toujours demandé le carnet de vaccination de la fièvre jaune et autres. Donc, pour la Covid, c'est autre chose. Oui, mais la problématique qui se pose, c'est que au-delà de cette obligation de se faire vacciner, c'est qu'il y a des informations qui parviennent de l'extérieur, qui font état de ce que des personnes ont été vaccinées et pourtant ils ne sont pas à l'abri. C'est ce que je vous disais. C'est là l'effet WhatsApp, c'est là l'effet Facebook. Non, mais c'est pas de fausses informations. C'est pas de fausses informations. Mais quand on utilisait le vaccin contre l'hépatite B, la variole et autres maladies, il y avait de ces cas, il y a eu toujours des exceptions. Mais il n'y avait pas les canaux de communication pour amplifier la crainte au sein des populations. Mais aujourd'hui, il y a ça. Ou quand aujourd'hui quelqu'un prend une dose de vaccin et décède demain à London ou dans un coin perdu de la Terre, les minutes qui suivent, celui qui a Tchoumi sait que quelqu'un vient de mourir de ça. Et donc, pourtant, ça alimente la crainte légitime des populations. C'est vrai. Mais il faut leur dire que ça a toujours été comme ça. Et que le rapport bénéfice-risque des vaccins est positif. C'est ce qu'il faut expliquer. Et que ce rapport étant positif, il ne faut pas douter, comme on n'a jamais douté par rapport aux autres vaccins qui nous ont sauvés des différents maux qui ont menacé l'existence de l'humanité. Et il faut communiquer pour ça. Il faut trouver ce qu'est le langage qu'il faut pour communiquer, pour rassurer. Il faut rassurer les gens sur le fait que le vaccin n'est pas un phénomène nouveau et que c'est un moyen, et c'est le seul moyen pour nous sauver de la Covid-19. Alors, si hier, vous avez fait le vaccin, vous le disiez tantôt, vous avez reçu vos 2 doses. Est-ce que la peur des effets secondaires, est-ce que c'est une peur légitime? Non, en fait, je pense que le mécanisme mis en place... Non, répondez à la question. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires, vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'effet secondaire. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi expliquer un certain nombre de choses à nos téléspectateurs. Le mécanisme mis en place par le gouvernement est un mécanisme qui est bien plus différent des mécanismes que l'on observe autrefois lorsqu'il s'agit des autres types de vaccins. Parce que d'abord, vous passez par 3 étapes. Il y a quelqu'un qui d'abord vous écoute et essaie un tant soit peu de vous expliquer ce que représente le coronavirus. Et il y a quelqu'un d'autre qui, quand même, disons, vous explique les différents types de vaccins. Vous avez maintenant le choix. Il y a Johnson & Johnson, il y a Sinovac, il y a également aussi un 3e vaccin. C'est-à-dire, on prend d'abord la peine de vous expliquer. Et aussi, on vous demande si vous souffrez de telle ou telle maladie. Moi, j'étais le jour où je devrais me faire vacciner. Et il y avait un compatriote à côté et à qui l'on a posé la question de savoir s'il souffrait de telle ou telle maladie. Et lorsqu'il a dit oui, on lui a conseillé gentiment de revenir, c'est-à-dire de revenir 1 mois plus tard, parce qu'il avait bénéficié d'un soin par rapport, quand même, disons, à cette maladie dont il souffrait. Donc, ce n'est pas le genre de choses, c'est-à-dire pour laquelle on vient, et puis aussitôt, c'est-à-dire on vous met le vaccin. Donc, là-dessus, il faut comprendre que nous avons beaucoup plus intérêt pour nous protéger même
si c'est le rôle de l'État parfois de nous contraindre à nous protéger contre nous-mêmes, je pense que l'État n'aura autre choix que d'y aller. C'est-à-dire, on ne dira pas forcément, comme disons dans un mécanisme martial, et qu'il s'agit, c'est-à-dire sortez de vos maisons, sinon en fait vous êtes tapé ou autre. Non, mais je pense qu'on trouvera la bonne formule. Et la bonne formule est celle trouvée aujourd'hui dans les grands États. Par exemple, aux États-Unis, ils avaient mis en place un mécanisme d'incitation à la vaccination, de sorte que lorsque vous allez vous faire vacciner, même dans certains États, on vous donnait des primes. Et même dans des bus et autres, là, on faisait même jouer à des jeux loto, ou même les gens gagnaient des tickets de transport, rien qu'en là se vacciner. Mais arrivé à un certain moment donné, ils ont compris que ça ne marchait pas et que le taux de contamination augmentait. Donc, il fallait prendre des mesures adéquates aujourd'hui pour pouvoir enrayer le mal. Ce qui a fait que les fonctionnaires, on les exige aujourd'hui de se faire vacciner. Tous ceux qui sont dans le secteur sanitaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup plus prêcher par l'exemple. Si peut-être que nous pensons aussi fort et aussi immunisés, puisque en fait, il y a les anecdotes, hein, on nous disait que bon, lorsqu'on était trop jeune, c'est-à-dire on mangeait du sable, mais pourtant on n'est jamais décédé. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous tuer. D'autres vous font croire que non, il suffit tout simplement le matin. C'est-à-dire, il suffit tout simplement le matin. De prendre des tisanes et tout ça. De prendre quelques gorgées d'alcool, de sodabi mélangé à un certain nombre de trucs. Donc, et puis alors, vous êtes il y a quand même que, chers confrères, il y a quand même que, au-delà de cette volonté du gouvernement d'éradiquer, en tout cas de travailler à une immunité collective, il n'y a que les citoyens même ne prennent pas conscience de cet enjeu sanitaire-là. Aujourd'hui, on peut remarquer dans les rues que le port du masque n'est plus vraiment aussi obligatoire que ça. C'est seulement quand on voit les forces de l'ordre qu'on court pour mettre le masque. Oui, allez-y. Et ça, en fait, c'est la faute à ce relâchement que nous avons observé. Puisque je vous l'ai dit, et ce n'est un secret pour personne, chaque soir, avant l'édition du journal de 20h, on nous faisait le point du coronavirus. On disait tel nombre de personnes vaccinées, tel nombre de personnes hospitalisées. Donc, il y a eu un relâchement. Et c'est ce relâchement-là qui a fait qu'aujourd'hui, alors que nous n'avons pas encore atteint cette immunité collective, beaucoup de personnes, il y a eu un relâchement total. Et je pense que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics de reprendre encore le flambeau pour qu'il y ait quand même, disons, une forte sensibilisation. L'autre aspect de la chose qu'il convient aussi de souligner, c'est le fait que ceux qui sont vaccinés, quel est leur bénéfice? Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, mais moi je suis vacciné. Et lorsque je ne porte pas le masque et que je veux rentrer dans une unité de pharmacie, on m'exige de porter le masque. C'est vrai que la vaccination ne protège pas à 100%, mais si nous pouvons déjà commencer un temps soit peu par ce mécanisme-là qui peut permettre à quelqu'un... distinguer ou motiver. C'est-à-dire, même je montre mon carnet de vaccination, me refuse d'entrer si je ne porte pas le masque. Alors qu'en quelque sorte, je ne constitue plus en quelque sorte de danger pour les autres. Si nous pouvons déjà commencer, c'est-à-dire lorsque vous devez rentrer dans une unité et que l'on vous arrête, le simple fait de montrer votre carnet, au moins vous dédouane du port de masque. Là déjà, je pense que ça peut déjà agir sur la psychologie des autres, qui, il faut l'avouer, arriver à un certain moment donné, se lasseront d'aller payer les masques à 200, à 100 francs. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous portons les masques. Ça pourrait être également aussi des mesures, c'est-à-dire pour dire, lorsque quelqu'un montre son carnet de vaccination, la personne quand même, disons, est astreinte de cette obligation de porter le masque. Ça peut être aussi des mesures parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est vacciné contre qui. C'est ça, exactement. On n'arrive pas à identifier on n'arrive pas à identifier quelqu'un qui est vacciné. Et tant que c'est comme ça et que vous êtes obligé de porter le masque comme quelqu'un qui ne sait pas fait vacciner et qui constitue beaucoup plus de menaces pour les autres par rapport à vous, alors il est tout à fait normal que d'autres ne soient pas véritablement amenés à le faire, puisque en Côte d'Ivoire, c'est fait en Côte d'Ivoire. Alors Fréjus, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment est-ce qu'il faut faire pour amener les Béninois à se faire vacciner? Je crois, comme je le disais plus tôt, qu'il faut accélérer la communication, il faut intensifier la communication et la communication de choc peut-être, et qu'il faut montrer aux gens les dégâts de la Covid-19 en Tunisie. La chaîne nationale est là. Il faut montrer aux gens ce qui se passe ailleurs.
comment les gens se manquent d'oxygène, comment les gens se meurent, bien sûr, en respectant les règles de l'art en matière d'information et de diffusion et tout ça. Comment ce sont des fausses communes qui abritent les personnes dans leur fin de vie. Il faut montrer cela. Et puis, je disais tantôt que je ne suis pas pour l'obligation, mais je suis pour l'obligation. Comment? Pas pour l'obligation martiale, comme il a dit, mais on peut contraindre sans obliger. Et donc, comme ça se passe ailleurs, il a cité le cas des États-Unis, en Europe, en France, ça se passe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant ou dans certains lieux sans présenter le pass sanitaire. Et donc, si vous savez que vous êtes attaché à ces lieux-là et que vous pensez y aller, il vous faudra votre passe sanitaire. C'est un premier niveau d'obligation. Ou pour aller au festival des glaces, ou pour aller au concert d'un tel artiste, pour faire ceci, vous avez besoin du passe sanitaire. Et là, les gens vont commencer par s'intéresser à la vaccination. Quand dans un processus administratif, vous êtes bloqué à un niveau parce que vous n'avez pas le passe sanitaire. On sait combien de fois le Béninois, vous voyez le rang, quand il s'agit de faire le RAVIP et autres, eh bien, dès lors qu'on va inclure le pass sanitaire dans les différents processus administratifs, tout le monde va se vacciner au Bénin. C'est ça. Tout le monde va se vacciner au Bénin. Alors, et donc, il faut réfléchir à cela aussi. Il y a un autre enjeu, c'est Cyriac l'a dit tout à l'heure, c'est la course vers le vaccin qu'on remarque dans tout le monde entier aujourd'hui. Au Bénin, par exemple, on a reçu des dons de vaccins. Jusqu'à présent, je ne pense pas que le Bénin ait acheté encore de dons. Alors, il y a cet enjeu économique. On reçoit des dons de vaccins, mais quand ces vaccins-là vont finir, on sera bien obligé, parce qu'on fait quand même 11 millions de personnes. Je pense que les vaccins qu'on a reçus n'atteignent pas encore 11 millions. Si tous les Béninois se décident aujourd'hui à aller se faire vacciner, il va se poser un enjeu économique. Les dirigeants, les décideurs savent quoi faire. Ils n'avancent pas. Gouverner, c'est prévoir. Ils n'avancent pas les yeux bandés. Et quand ils reçoivent des doses, il y a toute une programmation. Quand tel nombre de personnes prend une première dose, on sait déjà que dans tel mois, il faut une deuxième dose pour tel nombre de personnes et on anticipe. Et à ce moment donné, les gouvernants seront obligés de lancer des commandes. Mais ça ne sert à rien maintenant que les gouvernants lancent 2 millions de commandes de doses pour que ces vaccins-là ne s'écoulent pas et qu'on soit obligé de jeter plus tard 2 millions de doses de vaccins. C'est comme ça qu'il faut aller, même dans les pays développés. On avance selon le taux de vaccination. Quand cette semaine, on observe que il y a un changement, il y a un engouement, il y a plus de vaccination, alors on augmente les doses. Mais ce que vous dites aussi pertinent, parce que on se dit aujourd'hui que les pays développés se sont accaparés des vaccins. Et donc, s'approvisionner est un peu difficile. Et donc, quand la population se décidera demain d'aller massivement se faire vacciner, est-ce que nous aurons le canal, même si nous avons l'argent, pour trouver ces vaccins? C'est une autre difficulté, mais je crois qu'avec ce que nous avons, cela ne posera pas de problème. Ils trouveront les canaux nécessaires pour trouver au moment opportun ces vaccins-là. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Non, c'est vrai que c'est une grosse course. Une course vraiment immense aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'argent au Bénin. Puisqu'il faut l'avouer d'abord au fait, c'est-à-dire parmi aujourd'hui, il n'y a que 1% de la population africaine qui s'est faite vacciner. Ce qui voudrait dire que sur les près de 3 milliards, je crois, ou bien 2 milliards quelques que nous constituons aujourd'hui, il y a à peine 1 million qui se sont fait vacciner en Afrique. Pendant ce temps, en Europe, il y a déjà plus de 56 millions de la population qui s'est fait vacciner, alors que la population européenne n'atteint même pas celle africaine. C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Bénin et bien d'autres pays africains bénéficient quand même, disons, des vaccins? C'est le mécanisme COVAX qui a été mis en place. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour continuer à nous donner... Non, attendez, c'est-à-dire pour aider les pays les plus pauvres. Pour que les pays les plus pauvres qui n'ont pas forcément les moyens ou quand même, disons, le leadership adéquat. D'autres pays bénéficient du mécanisme COVAX. Ils ne se privent pas de payer des vaccins. Donc, dans d'autres pays comme le Bénin qui bénéficient du mécanisme COVAX, qui ont les AstraZeneca, les Johnson, mais qui investissent pour acheter le vaccin Pfizer à côté. J'arrive là, c'est-à-dire, je faisais mon développement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la plupart des pays africains
n'ont pas encore, disons, ce mécanisme adéquat ou bien, c'est-à-dire ce leadership aussi affirmé sur le plan sanitaire à l'international pour pouvoir quand même, disons, s'offrir ces vaccins. On se rappelle de ce procès entre la firme Johnson Johnson de fabrication de Johnson Johnson et puis l'Union européenne qui a été condamnée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour cette firme-là de pouvoir livrer le dose de vaccin attendu. Donc, ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est que dès lors qu'il y aura l'obligation, le leadership qui a amené à ce qu'en un temps record, le Bénin puisse avoir jusqu'à près de 1 million de masques, 2 millions de masques, alors qu'on détournait quand même, disons, les masques sur les tarmacs des aéroports un peu partout. Ce leadership peut être mis en place pour qu'en un temps record, le Bénin également aussi puisse obtenir petit à petit. Alors, on va finir là-dessus. Une question, 30 secondes. Pensez-vous qu'une loi pour rendre obligatoire la vaccination serait la bienvenue au Bénin? Non, je ne crois pas parce que le Covid-19 est un phénomène passager. Ça passera bientôt. Espérons. Alors, donc, je pense plutôt qu'un simple décret en Conseil des ministres qui oblige à ce que l'on aille se faire vacciner est largement suffisant puisque les Béninois ne sont pas aussi réticents que ça. Dans un pays démocratique comme le nôtre, avec son expérience, je crois les droits de l'homiste. Une loi serait la bienvenue pour... vous êtes d'accord pour une loi, voilà. Pour plus de force, parce qu'un décret, c'est seulement au niveau de quelqu'un. Une loi, c'est l'Assemblée. C'est ceux à qui le peuple a délégué le pouvoir. C'est eux qui auront à ce moment décidé d'une loi pour, pas forcer, mais pour favoriser, je vais dire, la vaccination en insérant l'obligation de passe sanitaire à certains niveaux. En espérant qu'avant le vote de cette loi-là, que les députés eux-mêmes, tous, se fassent vacciner. Merci à vous, chers confrères, pour ce décryptage. On installe à présent le dossier de la semaine. Pour de raisons multiples, la consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. Les produits locaux continuent malheureusement d'être abandonnés et pourtant cela fait 61 ans aujourd'hui que nous avons accédé à l'indépendance. Que faire pour que les produits locaux aient toute leur place dans le développement socio-économique? On en parle avant, on suit cet élément. Le but n'est pas de se fermer à l'extérieur. Le temps monte. Les producteurs incitent à la consommation plus accrue des produits locaux. Selon eux, c'est le début d'une révolution. À chaque achat que nous faisons, nous sommes en train de pouvoir trouver l'emploi à quelqu'un. Si vous ne valorisez pas ce qui vient de chez vous, vous ne pouvez pas empêcher les autres de venir noyer notre marché. Si nous voulons que nous allons décoller énormément, il va sans dire qu'on se mette ensemble pour travailler. Avoir sur le marché mondial le label Bénin. La problématique taraude les esprits. Mais pour cet observateur averti, l'actuel gouvernement en crée les conditions. Il faut qu'il y ait une réflexion politique sur la planification d'une stratégie industrielle et agricole efficace pour gagner une plus grande autonomie. Alors ça, je dois reconnaître, les autorités béninoises font un travail et on avance piano, comme on dit, petit à petit, vers un plus grand progrès par rapport à ce qui a été fait auparavant sur le terrain de l'industrialisation. Qu'on prenne nos réseaux sociaux, nos canaux de communication à chacun de nous pour promouvoir ce qui est bien fait au Bénin. Et quand on parle de promotion locale, ce n'est pas que des choses tangibles, ce n'est pas que des produits agroalimentaires, il y a le savoir-faire. Cette conférence annonce la tenue de la foire dédiée aux produits Made in Africa. Du 28 juillet au 1er août prochain, l'Association béninoise des producteurs locaux offre à Cotonou cette opportunité aux consommateurs. Et voilà, la valorisation des produits locaux. Pour en parler, nous sommes avec l'association béninoise des producteurs locaux, représentée sur ce plateau par Ayouba Sali. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et pour m'accompagner dans cet entretien, Rodrigue Babagbeto. Rodrigue. Bonjour, mesdames, messieurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous, surtout en ce 1er août. Déjà, bonne fête de l'indépendance, Ayouba Sabi. Bonne fête de l'indépendance à vous aussi. Ah, Ayouba Sali, autant pour moi. Alors, bonne fête de l'indépendance à vous aussi. Merci. Alors, la première question que je suis tenté de vous poser est celle-ci. Si le Bénin devait être un corps aujourd'hui, quelle apparence aurait-il selon vous? Soigné ou maladive? D'abord, je vous remercie sincèrement pour cette invitation.
je salue les téléspectateurs. Je dirais à la fois malade et soigné. Pourquoi? Parce que malade, parce que jusque-là, les mentalités sont toujours restées telles. Il n'y a pas eu véritablement de changement à ce niveau-là. Soigné parce qu'il y a énormément de choses qui sont entreprises pour que ça change. D'accord, mais quand vous dites que les mentalités n'ont pas changé, de quoi parlez-vous concrètement? Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, quand on voit le Béninois lambda, on voit que quand il va par exemple dans un supermarché, son premier réflexe, c'est d'aller vers les produits importés. Okay. On a cet amour abusif pour tout ce qui vient de l'extérieur. Et de ce fait, je dirais que c'est là qu'il y a un travail à faire et le changement n'a pas encore commencé à ce niveau-là. D'accord, on va espérer qu'il commence, mais dites-nous déjà, est-ce que c'est les mentalités qui freinent justement la valorisation des produits locaux? Est-ce que c'est uniquement les mentalités ou il y a autre cause? C'est vrai qu'il y a autre cause, mais les mentalités, quand les mentalités vont changer, le reste suivra plus facilement. Parce que vous savez, la plupart du temps, les décisions se prennent d'abord au niveau de la pensée avant que l'action ne s'en suive. Donc, si déjà le Béninois, il pense, il comprend que quand il consomme un produit fait chez lui, c'est que quelque part, il crée de l'emploi à son frère. Il permet à l'argent qu'il a dépensé de rester dans un environnement où ça peut lui revenir le plus rapidement que possible. Quand vous achetez un produit fait par exemple en Occident, l'argent doit quitter votre pays pour aller en Occident, payer des salariés occidentaux. Vous voyez? Donc il y a quand même un certain nombre de comportements qu'il faut bannir. Avant de bannir ces comportements, il y a la question de ce qui pousse les gens à acheter ce qui est importé. N'est-il pas aussi parce qu'ils n'ont pas mieux chez eux? C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas mieux chez eux? Non. On a un problème. Ce sont les effets de la colonisation. La colonisation ne s'est pas contentée de nous forcer à faire des choses. Ils nous ont colonisés sur tous les plans. De sorte que on les a pris comme des demi-dieux. Si ça vient d'eux, c'est beau. C'est eux qui connaissent tout. Et le comble, c'est que les médias, je suis à la télé aujourd'hui, et on n'a pas des médias forts qui parlent, c'est-à-dire qui sont censés faire la promotion des choses africaines, des choses béninoises. Donc, ça fait que le problème de la médiatisation amène les gens à de plus en plus se tourner vers l'extérieur. Mais avant de faire la promotion de ce qui est produit localement, est-ce que c'est déjà de qualité? Parce que pour le consommateur, la qualité est très importante. Très bien. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis producteur, d'accord? J'ai un label qu'on appelle Youpi. Je fais des jus de fruits à base d'ananas et je fais des liqueurs. Des liqueurs, des whisky bio. Je vous assure tout. Il y a des autorités de ce pays qui ont goûté les whisky. Il y a des Béninois lambda qui ont goûté. Mais la dernière fois, une dame m'a dit, franchement, qu'elle aurait aimé que lors de sa dot, que ça soit mes produits qu'on lui offre que d'acheter des produits, et je ne vais pas citer les marques, parce que elle a trouvé ça bien, au goût, raffiné. Le branding
Le packaging, voilà. Le packaging. Mais ça, vous parlez là du consommateur. Donc, non, c'est pour vous dire que il y a des institutions, il y a des structures qui sont censées valider, attester de la qualité des produits. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire les produits locaux du Bénin, est-ce qu'ils ont cette attestation de l'institution, de la structure étatique qui s'en occupe? Oui, il y a une structure étatique qui s'en occupe, c'est l'ABSSA, qui est chargée de tout ce qui est alimentaire. Et donc, cette structure s'en occupe. C'est vrai que la procédure n'est pas simple. Pour un débutant, quelqu'un qui commence, on lui demande de fournir un certain nombre de dossiers. C'est vraiment pas simple parce que le problème, c'est que ici, quand tu veux commencer à faire de la production, c'est que tu commences par un autofinancement. Et donc, généralement, les producteurs n'ont pas les moyens pour commencer par vraiment faire ces formalités-là. Mais il y en a quand même qui ont réussi à faire de ces formalités et ils arrivent à vendre sainement. C'est tout à fait bien que cette structure-là, d'accord, puisse assouplir les choses pour que les débutants puissent avoir d'abord un marché. Parce que quand tu as un marché, tu peux avoir les moyens maintenant d'industrialiser et de faire une production d'échelle. De faire une production d'échelle. Donc, il faudrait que l'État puisse vraiment nous faciliter la tâche à ce niveau. C'est vrai que c'est en train de venir parce que le gouvernement actuel est en train d'offrir des facilités. Voilà, d'offrir des facilités. Et puis, ils sont en train de vouloir créer des secteurs, le secteur industriel est en train vraiment d'être en train de... Voilà. Alors, je voudrais revenir un peu sur le savoir-faire. Parce qu'on a suivi l'élément témoin tout à l'heure, il y a Stevie Wallace qui disait qu'il ne s'agit pas uniquement de produire, mais il s'agit surtout du savoir-faire. Je vous entends parler tout à l'heure de branding, je vous entends parler de packaging et tout, mais comme l'a dit Ulvaeus tout à l'heure, ce n'est pas tous les producteurs qui arrivent à concevoir des produits de façon à attirer. Or, il faut bien mettre le point là-dessus. Lorsqu'on parle de l'agréable, lorsqu'on parle du beau, il y a quand même un minimum sur lequel 3 personnes peuvent s'entendre pour dire à telle chose, elle est agréable à la vue, oui, ça m'attire, oui, je suis attiré, je vais m'en procurer. Mais lorsque 3 personnes s'entendent et disent que ça, ce n'est pas vraiment du beau, reconnaissez qu'on préfère aller à ce qui ne vient pas de chez nous, n'est-ce pas? Oui. Vu sous cet angle, oui, je suis d'accord avec vous. Mais en réalité, est-ce que vous pensez que les produits béninois ne sont pas bien présentés? Il y a quelques produits qui ne sont pas bien présentés. Même en Europe, il y a quelques produits qui ne sont pas bien présentés. Parce qu'il y a, on l'a dit, le packaging, quand vous prenez le sachet déjà et que ce n'est pas intéressant, vous êtes rebuté, vous dites s'il y a de la qualité dedans avant de l'acheter. Oui, je suis d'accord avec vous. À ce niveau, il faut améliorer les choses et nous sommes en train de travailler. On fait des formations entre nous. On va revenir à ce que l'association fait justement pour renforcer les capacités. Très bien. Donc, à ce niveau, je disais qu'on fait quand même des formations pour pouvoir amener les gens à améliorer la présentation de leurs produits. Mais ce que vous êtes en train de dire, je comprends, sauf que même en Europe, il y a que quand tu commences le début, tu n'as pas, il va te manquer telle machine, il faut faire chose. Parce que le plus important, c'est d'abord que la population soit réceptive et que on commence d'abord par consommer pour que nous puissions avoir notre marché et avoir les moyens pour faire chose. Parce que quand tu vas vers les institutions traditionnelles qui financent les structures, on va commencer par te demander des garanties que si tu avais ces garanties-là, tu ne serais même pas venu vers eux. Mais oui, tu ne serais pas venu vers eux. Donc c'est compliqué. Et à ce niveau, je demande à l'État de faire en sorte que les banques, l'État puisse devenir une caution. Par exemple, un entrepreneur sérieux, bien organisé, qu'on puisse, dans les facilités, pour qu'il puisse accéder aux prêts, que l'État puisse quand même mettre en place une cellule qui le suit, qui peut garantir que ce qu'il fait est bien. Et
si le marché existe, que l'État puisse se porter garant auprès de la banque pour qu'il puisse avoir un financement. Mais il n'y a pas que les banques, il y a certaines agences aujourd'hui. L'agence qui travaille dans le financement agricole, qui a reçu quand même de l'argent de la part de l'État pour soutenir les entrepreneurs. Il y a également l'ADEJ, l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est quand même des institutions qui peuvent porter les producteurs locaux. Est-ce que la démarche, vous l'avez eue vers ces institutions-là pour solliciter tout au moins leur accompagnement, l'accompagnement des producteurs locaux? Je vais vous dire... Nous sommes actuellement en train d'organiser la fête de l'indépendance des produits locaux. Oui. D'accord. Et pour cet événement, nous avons déposé exactement 81 dossiers pour qu'ils puissent nous accompagner, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Je vous promets que une seule structure, sinon une seule personnalité, a répondu favorablement. Sur les 82, un dossier déposé. Des fois, on nous a appelés, on dit il faut aller dans telle administration, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai, l'État au sommet fait tout. Mais la praticabilité sur le terrain, il y a tellement de contraintes. C'est-à-dire, on nous traite au rabais. On traite le Made in Bénin au rabais. Et c'est dommage. C'est dommage. On n'a rien à envier aux produits importés. Tout ce qu'on demande, c'est que ce qui est prévu par l'État, on puisse accéder véritablement à ça. Parce que sur le terrain, ce n'est pas véritablement ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne veux pas donner des noms, fustiger des choses, mais c'est des choses que je vis au quotidien. Alors vous, au niveau de l'association, quel est le travail que vous faites pour avoir une offre de produits locaux de qualité, compétitifs, Made in Bénin, de produits de qualité et compétitifs? Quel est le travail que vous faites? D'abord, au niveau de l'association, nous avons créé un label qualité. Nous avons mis en place un certain nombre d'exigences. C'est-à-dire il faut que le producteur béninois ait un produit de qualité et ensuite travaille sur sa crédibilité. Pour avoir le produit de qualité, nous avons des baromètres en fonction des produits qui nous permettent de voir si, comparativement au marché international, si ces produits-là répondent quand même à un minimum de normes pour pouvoir quand même être mis sur le marché. Et à ce niveau, je vous assure tout, c'est vrai, l'association est récente, est naissante et elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons faire énormément de choses pour pouvoir amener les gens à voir autrement nos produits. J'aurais aimé même amener quelques produits ici et vous allez voir que ça a commencé par changer. Oui, ça, ce sera hors plateau. Bien sûr, ça a commencé par changer. D'ailleurs, il faut dire que déjà dans les supermarchés, on voit quand même de plus en plus de produits locaux. Et le packaging, ça s'améliore au jour le jour. Il y a je vous assure tout, faites un tour sur la foire qui se passe actuellement. Faites un tour et vous allez voir des produits. Vous allez, si on ne vous dit pas que c'est fait au Bénin, vous allez que c'est importé. Avant même de l'ouvrir, parce qu'il y a le branding et le packaging qu'il faut déjà faire en sorte que ça puisse attirer. Et une fois que ça attire, ensuite, on cherche le contenu. Voilà. Et c'est dans tous les domaines. Je peux vous dire qu'actuellement, près de 80% des besoins de la population peuvent être satisfaits par des produits locaux. Je vous assure tout. Parce que dans l'association, on a près de 300 producteurs. Et ces producteurs... De divers domaines? Oui. Diverses activités confondues. Donc, et ces producteurs-là, ils font des choses extraordinaires. Par exemple, il y a une dame qui fait du couscous à base de maïs. Elle fait même le riz à base de maïs. Du riz à base de maïs. Oui. Quand c'est transformé, vous allez voir ça comme ça ressemble à des graines de riz.
Mais en réalité, c'est fait à base de maïs. Et quand vous consommez ça, vous avez l'impression que vous mangez du riz. Si on ne vous dit pas que c'est du maïs, vous mangez, vous ne saurez pas. Le couscous, la dernière fois on a fait une conférence, on a fait tout le menu était à base de produits locaux. Je vous assure tout. Et les enjeux économiques nous obligent à aller dans ce sens-là. Très bien. Justement, en parlant des enjeux économiques. Oui, justement. Je disais tantôt que quand vous consommez localement, c'est que vous permettez à l'argent de rester au pays. Souvent, nous Africains, on a cultivé, on a développé cette habitude-là de tendre la main vers l'extérieur. Chaque fois, on va vers l'extérieur, on demande des accompagnements et tout ça. Pourquoi? Parce que quand l'extérieur nous accompagne, on envoie l'argent ici. Nous, on prend cet argent, on achète des produits de l'extérieur, l'argent repart là-bas. Donc, on est dans un cercle vicieux. Oui. Pour entrer dans un cercle vertueux, c'est aussi simple que ça. Quand vous consommez les produits locaux, l'argent reste dans l'environnement. Vous vous protégez déjà sur le plan sanitaire parce que c'est des produits qui ne sont pas, c'est-à-dire qui sont la plupart bio ou naturels. Oui. Sans produits chimiques, sans produits toxiques. Et donc, vous avez moins de risques de mourir, de vous rendre malade. Les problèmes de cancer, les problèmes de vieillissement précoce et autres peuvent être corrigés par ce que j'appelle le locavorisme, qui consiste à manger les produits qui sont produits dans votre environnement immédiat. Si moi, vous achetez chez moi, un Béninois qui achète chez moi a la possibilité, demain, après avoir consommé, de revenir dire « Ah, votre produit, c'est fait à base de quoi ?» Le produit, vous pouvez vous renseigner directement chez le producteur et vous le touchez du doigt, il vous dit tout. Alors que quand c'est un produit importé, même si quelque chose vous arrive... Pas les conditions dans lesquelles ça a été conservé. Non seulement ça, vous ne pouvez pas toucher le producteur pour lui poser des questions. Vous voyez, non? Ça, c'est déjà un avantage. Oui. Voilà. Alors, si vous permettez, Rodrigue, qu'est-ce que vous souhaitez en tant que producteur locaux? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'État fasse aujourd'hui pour vous faire plus de facilité pour que les produits locaux puissent, on va dire, ancrer de plus en plus dans les habitudes? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une loi qui soit votée à l'Assemblée pour cela, de façon concrète? D'accord. Et l'État fait déjà, il faut l'avouer, l'État fait déjà pas mal de choses. Mais avant de revenir sur ce que je souhaite que l'État fasse de plus, vous les hommes de médias, parce que vous êtes un État dans l'État. Il ne faut pas sous-estimer ce que vous faites. Non, c'est sérieux. Si déjà sur les plateaux, on voit de plus en plus, au lieu que vous vous mettez en costume, vous portez du canevas, des produits locaux, et parce que vous êtes des personnalités, et quand on vous voit, on s'inspire de ce que vous êtes pour pouvoir faire chose là, pour pouvoir adapter. Donc, à votre niveau déjà, vu que vous êtes des hommes publics, commencez déjà par encourager ça. Faites beaucoup plus de débats sur la consommation locale. Et ensuite, pour ce qui est de l'État, les conditions de, comment on appelle, de labellisation soient facilitées. Même si, dans l'aspect technique, on peut être très exigeant, mais l'aspect financier, pour pouvoir accéder à ça, il faut que les coûts soient rabaissés. Et aussi qu'au niveau des grandes surfaces, qu'on puisse recevoir le produit local au même titre que le produit importé. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es producteur local, quand tu vas vers une grande surface, un supermarché, on te prend ton produit en dépôt-vente. Ça veut dire quoi? Tu déposes ton produit, quand ils vont vendre, tu viendras chercher l'argent. Ça n'encourage pas. Alors que les produits importés, ils achètent ça cash. Ils payent et ils prennent. Vous voyez, c'est autant de difficultés que nous souhaitons. Je ne sais pas si l'État peut intervenir parce que c'est le secteur privé, mais si
l'État, à ce niveau, peut nous permettre quand même, à travers l'assouplissement d'un certain nombre de choses et nous faciliter les financements, on va pouvoir y arriver. Très bien. Alors, Ayouba Sali, au-delà de ça, à quel moment est-ce que vous pourriez vous dire effectivement béninois indépendant? Oui. Quand je pourrais me procurer au moins 60 à 70% de mes besoins, c'est-à-dire des biens de consommation au Bénin. Sur place. Mais oui. On ne peut pas se dire indépendant si plus de 4, je dis, par exemple, dans les assiettes béninoises, plus de 80% de ce que le Béninois consomme vient de l'extérieur. Où est l'indépendance? Disons-nous la vérité. On n'est pas dépendant. Si les Occidentaux veulent nous éliminer, il suffit juste que peut-être le spaghetti simplement, qu'ils mettent quelque chose dedans et puis c'est fini. Ils vont tuer tout le monde. On ne voit pas le danger qu'on encourt. D'être dépendant à tout point de vue, que ce soit sur le plan sanitaire. Par exemple, il y a pas mal de maladies qui sont guéries par des Béninois, mais quand ça ne vient pas... Tout à l'heure, j'ai suivi le débat avant que je ne monte sur le plateau. Tous les vaccins, là, on dit c'est eux qui font. Mais je vous assure tout. Ça peut se faire sur place. Ça peut se faire sur place, c'est possible. Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Il y a des chercheurs qui sont en train d'y travailler. On l'a entendu dans la revue de presse. Eh bien, Ayouba Sali, on vous aura compris. On espère que vos suggestions ne seront pas tombées dans des oreilles de sourds. Quant à nous, Ilvaïus Balogun, on est appelé à mieux valoriser le local. Comment on le fait déjà? Si bien, on est en tenue traditionnelle déjà. C'est déjà ça. Ne confondez pas, par exemple, les tenues que les gens appellent good luck comme... Non, ce n'est pas du tenue traditionnel. Parce que le tissu vient toujours de là-bas. Il faut acheter les tissus faits au Bénin. Il faut qu'on en produise suffisamment ici pour qu'on puisse en consommer. Non, aussi. Déjà le peu qui est fait là, consommez ça déjà. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci à vous, Ayouba Sali, pour ce dossier sur la consommation, l'importance de la consommation des produits locaux. Et c'est là-dessus que prend fin votre émission dominicale Week Echo, que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, sur la page Facebook de votre émission Week Echo. Merci pour votre aimable attention et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Merci.